Bon, on vient de se faire arrêter, on vient d'arriver sur la Gold Coast, donc la côte du Ghana. Dans le nord, les policiers étaient tous hyper sympas, hyper gentils. Il y avait beaucoup moins de touristes aussi. Ici, depuis qu'on vient d'arriver, il y a énormément de touristes. Et là, je sais pas, on a passé un contrôle de police, on a suivi les voitures, on a dit bonjour comme on fait d'habitude. Et là, il s'est hyper énervé, je sais pas, Mathieu il est en train de parler avec lui. Bien entendu, il a son permis dans les mains, donc je sais pas ce qui va se passer. Je pense que je vais essayer d'aller voir. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Bon, mais c'est... on a quand même passé 15 minutes là, mais Mathieu a bataillé, ils lui ont fait une amende, ils lui ont dit bah, tu reviens demain à Elmina, c'est à côté de là où on est. Tu reviendras demain chercher ton permis à la cour ou à la police, je sais pas trop. J'ai pas compris. Mathieu a été chercher des sous du coup. Et à la fin il nous a rendu le permis et les sous. Donc voilà. J'ai pas compris. On n'a pas compris. Bah écoute, tant mieux, hein, très correct. On pensait pas que ça nous allait arriver, que ça allait nous arriver un jour, qu'on nous rende un bac chiche. On essaye de pas se refaire arrêter par la police, hein. Ouais. Agathe a trouvé ce dont elle cherchait depuis le début du voyage, c'est-à-dire de la canne à sucre, c'est énorme. Une canne à sucre, c'est 50 centimes. Thank you. Thank you very much. Wow. Thank you, bye. Tu aides les gentilles dames? Bon, on est reparti en mangue et en avocat. On n'a pas filmé, mais on s'est arrêté à un supermarché en disant on fait les courses. Et en fait, on n'a rien trouvé dans le supermarché. Et on fait les courses au bord de la route, sans même descendre de la voiture. Enfin, Mathieu descend pour aider les dames à remettre leur panier sur la tête. Mais finalement, ça sert à rien d'aller dans les supermarchés, hein. Je pense qu'on est arrivé et on trimballe avec nous un arbre. Non mais sérieux. Ça va? On t'embête pas trop? Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas sur la table. Mais dis donc. Alors, on vient d'arriver sur la côte et on s'est posé dans un espèce de camping lodge où tout est construit avec des matériaux de récupération. Bon, je vais rejoindre Mathieu, il travaille sur la prochaine vidéo. Alors là, je suis dans le working space. Sympa quand même. Tout en bambou, structure en bambou. On a la construction en dessous, elle est en briques de terre comprimées. Donc le propriétaire, il a trouvé sa propre machine pour faire les briques de terre comprimées. Et ici, tu as électricité, wifi, de la lumière pour le soir. Je sais pas ce que tu as besoin de plus pour un coworking space. Donc là, tu vois, les colonnes, c'est du bambou. Ça va avec ta sucette? C'est vraiment un bonbon ce truc. Sucette naturelle de canne à sucre. Bon, du coup, la côte, c'est pas toujours du soleil, hein. Plus on est sur la côte, plus il pleut. On essaye de travailler, mais on s'entend pas trop parler. Prêt pour passer la mare au canard? Allez, Ascarena en mode sous-marin. On a repris la route après 2 jours de pluie à la plage. Faut dire que la plage sous la pluie, franchement, c'est pas notre kiff. On n'a pas autant apprécié que ce qu'on aurait voulu l'endroit, mais c'est pas grave. Là, on va reprendre la route direction Accra et sur le chemin, il y a plein de spots où on doit s'arrêter pour l'architecture et surtout pour l'histoire du pays. Le Ghana a vraiment un riche patrimoine historique et c'est très intéressant.
aimerait découvrir ça parce qu'on n'est pas des experts en la matière, donc on va apprendre avec toi en faisant la vidéo. Alors avant de continuer cette vidéo, je vais prendre un instant juste pour t'expliquer comment on a traité ce sujet des forts du Ghana, parce que ce sont des forts qui ont vraiment une histoire qui est très difficile, dû au fait qu'ils ont accueilli et ils ont traité des humains d'une manière ignoble. Donc c'est là qu'il y avait énormément d'esclaves qui étaient amenés pour après être envoyés en Amérique. C'est un sujet que nous on ne connaît pas très bien, donc si on t'en parle et si on dit quelque chose à ce sujet, on va simplement répéter ce que les guides durant les visites nous ont expliqué en anglais, et donc nous on va te l'expliquer en français. On va surtout se focaliser sur la partie architecture de ces forts, parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise, et parce qu'on a trouvé qu'en parlant d'architecture, on arrive à te parler de l'histoire de ces lieux, et que lors des visites, eh bien, les guides ne parlent pas beaucoup d'architecture, ils se focalisent que sur la partie esclavage qui s'est passée dans ces forts. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans ces forts et on trouvait ça intéressant de t'en parler à partir de l'architecture toujours. Allez, c'est parti. On a aussi décidé que pour le reste de cette vidéo, on ne mettrait pas de musique parce qu'on ne veut pas esthétiser d'aucune manière les visites qu'on a faites. Donc tu vas juste entendre l'ambiance comme nous on l'a eu. Notre premier stop sur la côte, c'est ici. On est dans un tout petit fort, c'est le fort de San Sebastián. Et ce fort illustre assez bien l'histoire qu'il y a eu avant la colonisation par les Anglais. Parce qu'en fait, ce fort, il a été d'abord portugais, puis hollandais, puis anglais, puis de nouveau hollandais, pour revenir aux Anglais pendant la colonisation. Donc l'histoire de ce petit fort illustre bien l'histoire de la Gold Coast, comme on l'appelle, la côte du Ghana, parce que les pays européens se la sont disputés pendant de nombreuses années avant la colonisation des Anglais. Et alors pourquoi est-ce que autant d'Européens se disputaient cette terre de la Gold Coast? Pour la simple et bonne raison qu'il y avait énormément de ressources ici au Ghana et qu'il leur fallait à chaque fois un point stratégique qui était le port pour pouvoir exporter toutes ces ressources. Et donc c'est bien pour ça que ce fort, le fort San Sebastián, il est au bord de l'océan. Tu verras, on va en voir d'autres des forts, ils sont tous au bord de l'océan pour toujours la même raison, pour pouvoir exporter facilement ces marchandises par bateau. Au XVIIe siècle, le commerce prend une autre tournure et ne se cantonne plus aux simples échanges de denrées entre l'Afrique et l'Europe. C'est le début du commerce d'esclaves. Des échanges transatlantiques se mettent en place. Les bateaux partaient de l'Europe remplis d'armes et de textiles qu'ils échangeaient en Afrique contre des esclaves, envoyés en Amérique et échangés à leur tour contre des matières premières comme le sucre, le coton et le tabac, acheminés toujours par bateau en Europe. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. De cette manière, aucun navire ne voyageait à vide. Les esclaves étaient ainsi traités comme une marchandise d'échange parmi d'autres. Les cellules des forts dans lesquelles ils étaient entassés en sont bien la preuve. Et donc malheureusement ce fort, il a une assez lourde histoire, comme beaucoup de forts ici sur la côte, à partir du XVIIe siècle. Donc il a accueilli beaucoup d'esclaves. Juste derrière moi, c'est la cellule des hommes. Il y avait après la cellule des femmes. Dans un tout petit endroit, tu vas le voir, il y avait plus de 150 personnes qui étaient en captivité le temps d'être envoyées par bateau. Et donc ici, dans cette pièce ronde, c'était le bureau du gouverneur. Donc il avait son bureau ici, plein de petites meurtrières pour pouvoir observer ce qui se passait autour de lui. Et juste ici, c'était sa chambre. De là, on a une superbe vue sur tout le village actuel. Ce petit fort de San Sebastián, c'est un des plus petits forts, je pense, que l'on va visiter. Je sais que dans les autres forts, c'est
très réputé pour la diaspora africaine, pour venir visiter et pour venir se recueillir, car ce sont vraiment des lieux qui ont connu une histoire très tragique et ça sert beaucoup comme lieu de pèlerinage. Il y a souvent des salles dans lesquelles il y a des offrandes. Et ça, on va te le montrer un petit peu plus tard. On reprend la route, on va sortir par là et on va aller visiter d'autres forts. Et en fait, il y a énormément de forts le long de la côte du Ghana. Il y en a encore maintenant au moins une quarantaine. Ce sont encore les forts que l'on peut voir actuellement, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, il y en avait encore beaucoup plus. C'est vraiment pour ça qu'on appelait cette côte la Gold Coast, parce que vraiment, il y avait énormément de commerce qui était fait à partir d'ici. Énormément de ressources étaient prises au Ghana et au pays et envoyées un petit peu partout dans le monde. On est arrivé au fort de Elmina. Voilà, on te le montre de là puis on s'en va, je crois. Il y a un petit peu beaucoup de pluie, hein, de nouveau. Non. Mais on va voir ce qu'on arrive à visiter. Hein. C'est qu'il y a un petit bar à l'intérieur du fort. Donc ça, c'est pas très courant. C'est la première fois qu'on voit ça. Bon, ça va être un peu touristique, mais c'est pas très grave. Au moins, on sera à l'intérieur et on pourra attendre. Et dès qu'il y a une accalmie, pouf, on va visiter. Ouais. Il va falloir prendre son mal en patience. Bon, on s'est réfugié dans le petit café du fort parce qu'en fait, toute la visite se fait à l'extérieur et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est chaud se mouiller. En tout cas, nous, on l'est pas trop. Donc, juste de venir de la voiture jusque ici, on est déjà complètement trempé. Mais on va quand même t'expliquer un petit peu l'histoire de ce fort parce qu'il est magnifique, en tout cas architecturalement. Il a une histoire bien particulière et surtout, c'est le plus ancien fort de toute la côte. Je suis un petit peu abritée, donc je vais pouvoir t'expliquer un petit peu l'histoire du fort. Comme tu as dit Mathieu, ce fort c'est le premier fort à avoir été construit sur la Gold Coast. Il y en a eu plus que 40 qui ont été construits par après et aujourd'hui il y en a une vingtaine qui sont encore en bon état. Donc c'est assez énorme, tu peux t'imaginer 40 forts sur la côte du Ghana. Elle n'est pas très large la côte du Ghana non plus et 40 forts occupés par les Européens dans les années 1500 et les années 1800. Celui-là c'est le premier, il a été construit en 1482 par les Portugais. Ensuite le fort d'Elmina il a appartenu aux Hollandais et puis pour finir aux Anglais. Ce fort il a donc été construit en 1482 mais tout au long de son histoire il y a eu des agrandissements. Il a surtout accueilli le commerce d'or et donc il était très protégé. Il y a une double enceinte autour du fort et il y a un petit fort qui a été construit à quelques mètres pour surveiller et protéger le grand fort ici à Elmina. Donc il a participé au commerce de l'or qui était très lucratif à l'époque. C'est bien pour cela qu'on appelait la côte du Ghana la Gold Coast. Et ensuite il a été le comptoir de l'esclavage. Malheureusement, il fait aussi partie de cette lourde histoire de l'esclavage au Ghana. La particularité de tous ces forts qu'on retrouve sur la côte ghanéenne, c'est qu'ils ont tous été construits avant la colonisation. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune nation qui avait officiellement colonisé le pays, mais toutes les nations européennes, enfin j'exagère en disant toutes, mais une bonne partie des nations européennes étaient présentes sur cette côte ghanéenne. Il y avait les Français, les Anglais, les Hollandais, les Portugais, les Danois et même les Suédois. Donc même si politiquement ils ne dirigeaient pas le pays, ils prenaient quand même les ressources. Donc pour rappel, le pays a officiellement été colonisé en 1843 par les Anglais. Et à cette date bien précise, tous les forts qu'il y avait sur la côte qui appartenaient aux autres nations européennes ont été récupérés et donc tous les forts sont devenus la propriété de l'Angleterre. On a un petit peu du mal à te le montrer, mais ce fort il a subi énormément de rénovations en fonction de ses occupations. Donc quand il a été le commerce d'or, quand il a été le comptoir des esclaves, tout ça architecturalement il a subi des transformations et surtout il s'est agrandi pour être un fort qui est quand même très grand. On n'a pas encore visité le fort de Cap Coast, on sait qu'il est aussi très grand, mais celui-là il est bien plus grand que le fort de Saint-Sébastien qu'on vient de te montrer.
Alors pourquoi est-ce que dans nos vidéos on te montre ces forts? C'est parce que pour nous c'est vraiment hyper intéressant de voir comment une architecture peut devenir en fait un lieu de commémoration et un lieu de mémoire. C'est aussi hyper intéressant de voir comment les lieux ont été transformés au fil des ans, même encore maintenant. Tu vois là juste derrière moi c'est le café dans lequel on a été boire un café, et puis ici tout autour de cette cour il y a plein de petits shops, donc chaque espace a été réapproprié par les personnes et maintenant s'en servent pour faire du commerce. Évidemment, ce sont des locaux qui se sont réappropriés les lieux et moi je trouve ça super chouette. Il faut aussi dire que tout le fort est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il subit des rénovations au fil du temps, il y a des gens qui s'en occupent. Il est en assez bon état, je trouve, et surtout, ce qui est incroyable, c'est que, comme je le disais, c'est un lieu de commémoration. Il y a beaucoup de monde qui vient ici pour se recueillir et pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de l'esclavage. Aussi, tous les guides ont suivi une formation spécialisée. Et ça, c'est hyper important. Ici et à Cape Coast, ils font vraiment une super bonne présentation du fort et de l'histoire. Comme Agathe le disait, il y a un deuxième fort qui a été construit juste à côté du fort de Elmina. Et sur cette carte, juste derrière moi, tu le vois très bien. Donc ici, c'est le fort de Elmina, le St. George Castle, qui a un emplacement assez privilégié, tu vois, juste au bord de l'océan. Et juste en face, ici, et là le fort Saint-Jago qui domine vraiment et qui a une fonction de défense et d'observation pour tout ce qui risquerait de venir attaquer le fort de Saint-Georges. Donc comme on te disait, le fort a subi plusieurs modifications architecturales au fil des années. Le volume qui est au milieu de la cour, en fait ça a été construit par les Portugais et c'était une église. Donc il y avait deux petites tours dessus et c'est quand les Hollandais ils sont arrivés et ils ont récupéré le fort, ils ont démoli les deux petites tours et la fonction d'église n'a plus eu lieu parce que les Hollandais qui sont arrivés ici, ils étaient protestants. Donc voilà, ce que tu vois derrière moi, c'est la première église construite sur la côte ghanéenne par les Portugais, à la date de la construction du fort en 1482. C'est ça qu'on essayait de te dire au début, c'est qu'en fonction de leurs occupations, le bâtiment a subi des modifications architecturales. Donc cette église derrière moi en est un très bon exemple. C'est sur plus de 10 bateaux que les Portugais ont envoyé tous les matériaux nécessaires à la construction, des pierres de fondation aux tuiles de toiture. Tout était prédécoupé pour qu'il n'y ait plus qu'à assembler sur place. Ainsi, en 20 jours, le premier étage de la tour était déjà construit malgré les attaques des populations locales rebellées. Bon, on s'est lancé dans la visite, mais il pleut quand même bien comme il faut. Ici, on peut bien voir la double enceinte du fort d'Elmina qui était fait pour protéger le fort. Donc ici on est à l'étage du logement du gouverneur. Donc il faut savoir qu'avant tout le fort il a été construit pour le commerce, mais c'était surtout les habitations des Européens qui étaient installés là. Donc comme je te disais au début de la vidéo, à l'époque le pays n'était pas encore colonisé et donc les Européens ils étaient installés dans ces châteaux, dans ces forts pour se protéger aussi, pour protéger leur domicile parce qu'ils n'avaient pas la main mise sur tout le pays à l'époque. Donc comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de matériaux qui ont été importés d'Europe pour construire tous ces forts, notamment les briques. Tu peux les voir, les briques oranges, elles sont généralement venues du Portugal, les briques jaunes, elles viennent de Hollande. Et donc là, juste derrière moi, sur le sol, on voit une rose des vents. Et donc comme elle a été faite avec des briques jaunes, on suppose qu'elle a été construite par les Hollandais lorsqu'ils ont récupéré le fort des Portugais.
comme tu l'as vu, la côte est très touristique avec tous ces forts. Il y a énormément d'Américains qui viennent en fait faire des pèlerinages jusqu'ici au Ghana. Donc beaucoup de touristes, qui dit touriste dit beaucoup de restaurants chers et pas forcément très très bons, en tout cas pas local. Et nous on cherche toujours les restaurants un peu plus locaux. Donc on est tombé dans la cantine d'une entreprise et on nous a dit qu'on pouvait aller y manger. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on va voir. C'est pas très glamour, mais ça va sûrement être moins cher et tout aussi bon, voire même meilleur que les restaurants touristiques. Ouais, une expérience de plus, je le sens. Ouais, ok. Wow. Prêt ? Vas-y. Énorme. Chicken jollof, spécialité du Ghana. Et ça, ils appellent ça le red. Haricots, des beans, ouais. Mélangé avec du manioc. Non, il est là le manioc. Ah oui. Et de la banane plantain, un œuf et des petits légumes. À table. Ah, c'est régalé. Donc le château, il a d'abord appartenu aux Hollandais, mais qu'il avait construit complètement différemment avec des matériaux locaux. À la base, il était utilisé pour le commerce et non pour les esclaves. Donc pour le commerce de toutes les denrées ici, le cacao, le café, le maïs, enfin tout ce qui était exporté de la Gold Coast. Ensuite, en 1654, il est devenu aux mains des Suédois et les Suédois l'ont reconstruit avec des briques qu'ils ont importées d'Europe. Ils l'ont reconstruit pour qu'il soit plus solide, donc ils ont renforcé tous les murs pour pouvoir construire plus haut. Et en 1664, donc juste 10 ans après l'occupation des Suédois, c'est devenu aux mains des Britanniques. Donc les Britanniques possèdent le château depuis très longtemps. C'est aussi les Britanniques qui ont commencé le commerce d'esclaves ici à Cape Coast. Donc l'histoire du château est très forte, c'est assez difficile à expliquer. Donc on va essayer de te parler de l'architecture, un petit peu des lieux. Donc ici, là, je me trouve dans une des cellules, dans un des donjons où étaient amenés les hommes. Les premiers donjons, ils étaient beaucoup plus petits, beaucoup moins hauts. Et en fait, il y avait énormément de problèmes de salubrité parce qu'il n'y avait pas assez d'air qui passait. Et donc les esclaves avaient tendance à être beaucoup plus vite malades. Et donc du coup, ils perdaient de la valeur. Donc pour qu'ils soient en meilleure santé, essayer qu'ils soient en meilleure santé, c'est un euphémisme, mais bon, voilà, c'est la vérité. Ils ont construit ces nouveaux donjons qui sont beaucoup plus hauts, qui ont des ouvertures derrière moi, donc c'est très petit, mais il y a quand même un petit peu d'air qui passait, et qui sont construits en pente pour que... donc là, le sol est un tout petit peu incliné vers ici, et tu vois, il y a des petites rigoles dans le sol, et ça permettait à tous les excréments, en fait, à toutes les saletés, les pipis caca, de partir. Je m'imagine pas rester ici ni un jour ni 3 mois, parce que les esclaves, ils pouvaient rester un jour minimum jusqu'à 3 mois quand ils devaient attendre leur cargaison. Donc voilà. Et dans cette petite pièce, il pouvait y avoir jusqu'à 150 personnes. Donc c'est vraiment énorme. Si ces donjons ont effectivement été aménagés dans un second temps, c'est parce que les premiers étaient des caves faites pour stocker des denrées et non des humains. Ça donne une image du peu de considération avec laquelle étaient traités les Africains ici. Lors de la construction du fort, son organisation spatiale était telle que le gouverneur avait ses appartements à l'étage, juste au-dessus des celliers prévus pour le commerce. Mais lorsque le commerce d'esclaves a débuté, l'organisation des lieux n'a pas changé. Les esclaves étaient donc retenus juste en dessous des spacieux logements du gouverneur. Donc ici, c'est le tunnel qui connectait avec les donjons dont on a été. Et il y avait un garde qui était posté ici où je me trouve et qui les comptait pour voir que personne ne s'était arrêté un peu plus en avant dans le tunnel. Et en fait, les donjons, on est rentré par là-bas et donc il y a tout le tunnel qui relie par en dessous. Hop. Et ils allaient jusque là-bas.
Donc le tunnel que je t'ai montré, il arrivait ici, mais ils ont bloqué la porte. C'était en 1834 que les Anglais ont arrêté l'esclavage et donc c'était à ce moment-là qu'ils ont fermé ce couloir comme symbole pour bien montrer que l'esclavage s'était terminé. En 1834, le commerce d'esclaves est effectivement aboli, du moins officiellement, car un commerce clandestin continuera durant de nombreuses années. Alors je vais terminer cette vidéo en t'expliquant ce qui nous est arrivé lorsqu'on a fait ces visites, notamment à Cape Coast. En fait, il y a un groupe d'Américains, d'Afro-descendants, qui faisaient la visite avec nous. Et une dame m'a demandé au milieu de la visite « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et donc j'ai été un petit peu gêné, j'ai pas su quoi lui répondre tout de suite. Elle m'a pris un petit peu au dépourvu et je lui ai tout de suite répondu que je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'esclavagisme et je ne connais pas non plus l'histoire du Ghana et donc c'était pour cette raison que j'étais là. Elle m'a mis un petit peu mal à l'aise sur le moment, j'étais un petit peu déboussolé par sa question, mais je trouve que le fait de venir sur ces lieux est quelque chose d'important pour comprendre ce qu'il s'est passé. Il y a vraiment une charge émotionnelle qui est très forte lorsqu'on visite ces lieux. Et je pense que c'est hyper important que tout le monde aille visiter ces lieux parce qu'au final, on est tous concernés par ce sujet. Effectivement, cette dame, certainement, s'est posé une question qui est légitime. Je voulais aussi terminer cette vidéo en te lisant le passage d'un livre qu'on a beaucoup aimé qui s'appelle Eben de Ryszard Kapuscinski, un journaliste polonais qui est hyper intéressant, je le recommande à tout le monde qui est un petit peu intéressé par l'histoire de l'Afrique. Donc c'est à la page 34, il dit « Théoriquement, mais théoriquement seulement, le colonialisme règne en Afrique depuis la conférence de Berlin, donc 1883-1885. » Je fais un petit saut dans le texte. En fait, la pénétration coloniale a commencé bien plus tôt, dès le XVe siècle, et elle n'a cessé de progresser au cours des 5 siècles suivants. La phase la plus honteuse et la plus brutale de cette conquête fut le commerce des esclaves africains, qui dura plus de 300 ans. 300 ans de traques, de rafles, de poursuites et d'embuscades organisées par des Blancs, souvent avec la complicité d'Africains et d'Arabes. Entassés dans des cales de navires, des millions de jeunes Africains ont été déportés dans des conditions cauchemardesques, au-delà de l'océan Atlantique, afin d'y édifier, à la sueur de leur front, la richesse et le pouvoir du Nouveau Monde.